Bien, mes chers collègues, bonsoir. Je vous invite à bien vouloir gagner vos places pour que nous puissions démarrer cette séance du conseil municipal, en espérant que les problèmes informatiques de Monsieur Drapier soient réglés d'ici là, parce que nous le sentons tendu. Euh, Ça va bien se passer, Monsieur Drapier, tout va bien. Donc, je vous propose d'abord de commencer par l'appel nominal des présents. Donc, Yoann Mittelosser, je suis présent. Madame Saboura Michel est présente. Monsieur Vaury, présent, merci. Madame Ambrosio-Taddy, présente. Monsieur Chian, présent. Madame Thirouin est absente, excusez, elle a donné son pouvoir à Madame Saboura Michel. Monsieur Lajugie, présent, merci. Madame Siffert, présente. Monsieur Dupuis, présent. Madame Boivin, présente. Monsieur Drapier, présent. Monsieur Bonneau, présent. Monsieur Demoisson, pardon, présent. Monsieur Bassière, il est présent, merci. Monsieur Parmentier, présent. Madame Brasseur, présente. Monsieur Bagaragaza, il est présent. Madame Bussière, pour qui nous avons une pensée toute particulière ce soir, compte tenu du décès qu'il affecte dans sa famille, a donné pouvoir à Madame Ambrosio-Taddy. Monsieur Faucheux a donné pouvoir à Madame Boivin. Madame Martins, présente. Madame Vater, présente. Monsieur Camara, présent. Madame Bosque, présente. Madame Trochet, présente. Madame Bilingui est absente excusée, elle m'a donné son pouvoir. Monsieur Tevray, présent. Et Madame Télémingue, présente. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons donc ouvrir la séance avec donc préalablement au déroulé de l'ordre du jour la désignation d'un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a une ou un candidat pour faire office de secrétaire de séance ce soir? Madame Siffert, s'il n'y a pas d'autres candidatures, non. Je soumets à vos votes la candidature de Madame Siffert aux fonctions de secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, Madame Siffert est désignée secrétaire de séance. Par ailleurs, et conformément à l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, il nous revient de procéder, si vous êtes d'accord, au scrutin public, lequel, donc vous le savez, donne l'orientation de vos votes, mais surtout nous permet d'avoir recours au scrutin électronique, ce qui donc provoque, entre autres, ce soir, non pas le courroux, mais l'agacement de M. Drapier, puisqu'il n'arrive pas à se connecter. Est-ce qu'il y a des remarques ou des objections sur ce mode de scrutin? Non, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Alors, l'ordre du jour appelle une dizaine de points avec, pour commencer, et comme à l'accoutumée, l'approbation du procès-verbal, à savoir la séance du 19 mai dernier. Est-ce que vous aviez, mes chers collègues, des remarques ou des amendements donc sur le procès-verbal de cette séance, qui était donc transmis avec les éléments en préparation de la séance de ce soir? Non. Donc, je vous propose que nous puissions passer au vote pour approuver ce procès verbal. Donc, le scrutin va s'ouvrir. Comment ça ou pas? C'est ouvert. Allez-y. N'oubliez pas, si vous avez pouvoir, de voter pour votre pouvoir. Alors, 27 votes sont attendus. Nous en sommes à 17. Madame Sabourin, vous êtes pour. Merci. Donc, on peut corriger Madame Sabourin en votant pour, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, nous avons Monsieur Demoisson. Pour, merci. Monsieur Parmentier. Pour, merci. Madame Brasseur. Pour, merci. Monsieur Bagaragaza. Pour, merci. Et Monsieur Camara. Pour, merci. Faites chauffer vos tablettes pour le tour suivant. Et donc, c'est parfait. Nous avons donc l'ensemble des 27 votes attendus, tous exprimés favorablement. C'est une délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2, il concerne le renouvellement de la commission communale des impôts directs. Alors, suite au renouvellement des assemblées municipales et conformément à l'article 1, premièrement, de l'article 1650 du Code général des impôts, une commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune, et ce pour la durée du mandat. Et donc, vous le savez, la nouvelle mandature débutant, nous devons composer la nouvelle. Alors, outre le maire qui est président de droit, la commission communale indirecte des impôts comprend 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants
qui sont désignés par le directeur des finances publiques de l'Essonne sur une liste de contribuables en nombre double. Donc, comme il en faut 8 et 8, il nous faut présenter 16 titulaires candidats et 16 suppléants candidats sur proposition du conseil municipal. Et ensuite, donc, c'est, vous l'aurez compris, le directeur des finances publiques qui va faire sa sélection. Nous avons donc établi une liste. Je vous rappelle que pour pouvoir être commissaire dans le cadre de cette commission, il faut être âgé de 18 ans au moins, être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Il faut jouir de ses droits civiques. Il faut être inscrit au rôle des impositions directes locales dans la commune, à savoir payer une taxe foncière ou ou une taxe d'habitation sur les résidences secondaires et ou la cotisation foncière des entreprises. Il faut par ailleurs être familiarisé avec les circonstances locales, c'est-à-dire qu'on privilégie pour la désignation de commissaires des gens qui sont implantés sur la commune depuis un certain nombre d'années pour en connaître l'environnement et être en capacité, et nous pourrons peut-être en débattre, de pouvoir rendre des avis. Et enfin, il faut posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux qui sont confiés à la commission. Naturellement, c'est-à-dire comprendre la catégorisation des logements et comprendre ce qui est attendu lorsque le responsable des finances publiques vient et demande si la catégorisation des logements est la bonne au regard du déclaratif, au regard des travaux. Donc c'est, vous l'aurez compris, en toute transparence et donc en allant chercher des contribuables, faire en sorte que nous évaluions au plus près ce que l'on appelle donc les bases locatives, ce qui, vous le savez, multiplié ensuite par le taux, donne votre imposition locale. Donc, cette commission, donc, elle tient une place centrale dans la fiscalité locale, par ailleurs. Elle se réunit donc une fois par an. Elle va dresser avec le représentant de l'administration fiscale la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou qui vont servir à l'exercice d'une activité salariée à domicile. Et va déterminer ensuite, par rapport à la surface, la valeur pondérée et les tarifs d'évolution qui correspondent. Pardon. Elle participe à l'évaluation des propriétés bâties. Elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. Et enfin, cette commission elle a pour rôle de former des avis sur les réclamations portant sur les questions relatives à la taxe d'habitation. Vous aviez donc, dans le cadre de la préparation de la séance, une liste de noms. Vous l'avez compris, comme on doit proposer le double, vous aviez donc une proposition de 16 titulaires et de 16 suppléants. Je ne vais donc pas vous les exposer ce soir, mais vous les aviez en note de synthèse. On a fait en sorte d'avoir des contribuables qui soient suffisamment répartis géographiquement sur la commune, puisque la commission communale des impôts indirects, elle se réunit et elle va analyser, par exemple, sur la base de toutes les déclarations de travaux, vérifier si ce qui a été déclaré correspond à la réalité. Donc il est intéressant d'avoir des gens qui habitent sur différents secteurs de la commune pour pouvoir émettre un avis. Et donc il faut savoir ensuite que la commission donc délibère à la majorité, et c'est ce qui permet à l'administration fiscale d'entériner l'avis de la commission, sachant que tout contribuable a le pouvoir de demander rectification en le justifiant auprès de l'administration fiscale. Je précise que cette commission a pour but de lisser, a pour but d'uniformiser, a pour but de rendre des avis, mais que chaque contribuable est libre ensuite de saisir l'administration fiscale pour demander une rectification. Des exemples. Nous pourrions très bien avoir une personne qui a déclaré sur un logement appartenir à une catégorie relativement inférieure de biens et soumis à l'avis des commissaires, on peut considérer, compte tenu des travaux qui ont été effectués, que l'évaluation du bien tel que le propriétaire le renseigne est erronée et sous-évaluée. Parce que on peut réussir, sans avoir à pénétrer dans la propriété, à démontrer ou à constater que des travaux de valorisation ont été effectués, que des autorisations ou des demandes de travaux portant sur l'amélioration du bâtiment ont été formulées. Donc c'est l'ensemble, c'est cet agrégat qui permet ensuite de disposer d'éléments de nature à ce que l'administration fiscale se prononce sur la base de l'avis des commissaires. Voilà le rôle de la commission communale des impôts indirects, directs, pardon, et donc de l'ensemble des membres que nous proposons pour la constituer. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, s'agissant donc des propositions de nom sur les titulaires et sur les suppléants, des remarques ou des observations à formuler? Et vous l'aurez compris, le Trésor public va ensuite flécher 8 titulaires et 8 suppléants dans les 16 titulaires et dans les 16 suppléants que nous lui proposons.
Pas d'intervention? Mais écoutez, je vous propose donc de passer au vote et donc d'ouvrir le scrutin pour que vous puissiez donc approuver cette proposition que nous formulons auprès de l'administration fiscale pour composer la commission communale des impôts directs. Le scrutin est en passe de s'ouvrir ou est déjà ouvert, je ne sais pas. Ça chauffe. Mes chers collègues, donc le scrutin est ouvert. Je vous invite à vous prononcer. Alors, nous avons 27 votes attendus, 22 sont exprimés. Qui dit mieux? Madame Ambrose a dit? Vous êtes pour, merci. Et Monsieur Dupuis? Pour, merci. Et donc, si je ne m'abuse, 27 expressions se sont exprimées. Désolé pour la répétition. Tous favorablement. C'est une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2, il concerne l'élection des membres de la commission. Pardon, 3. Concerne l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Merci pour la vigilance, M. Drapier. Je vois que l'informatique fonctionne mieux. Du coup, il y a un peu de temps de cerveau disponible pour le reste. Alors, donc, une commune, je vous le rappelle, peut constituer une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Ces commissions sont composées donc pour les communes de 3500 habitants et plus du maire ou de son représentant et de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants qui sont tous élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. D'autres personnes peuvent être appelées à siéger au sein de ces CAO, mais sans pouvoir participer aux délibérations, sous peine de rendre la procédure irrégulière. C'est notamment le cas de nos services techniques. Si on estime que lors d'une CAO, il est important que les membres aient un avis technique de la part des membres du personnel communal, donc ils peuvent interroger, mais ne pourront pas prendre part au vote. Également, de toute personne qui est en charge de la conformité de la réglementation et de son respect, les personnes qui sont désignées par le président en raison de leurs compétences dans des domaines particuliers, mais également le représentant de la répression des fraudes, le représentant de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou encore du trésor public. Je vous propose donc, s'agissant de la liste toujours ensemble pour Angerville, une liste de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants. En qualité de titulaire, je vous propose les candidatures suivantes. Monsieur Bruno Dupuis, Monsieur Alain Jugy, Monsieur Jacques Drapier, Monsieur Emmanuel Parmentier, Madame Christelle Thirouin. Et en qualité de suppléant, Monsieur Dominique Vory, Madame Ambroise Otadi, Madame Vater, Monsieur Bassière et Madame Sabourin-Michel. Est-ce qu'il y a, s'agissant de la liste minoritaire, une proposition de liste? Oui, mais on n'est que 2. Alors comment on peut constituer la liste? On n'est que les 2 noms, parce qu'en fait, titulaire et suppléant, en fait, il n'y a pas de distinction sur. Vous pouvez tout à fait proposer une liste de 1 titulaire et 1 suppléant. Parce que la proportionnalité se fait sur des listes de 5 ou sur la liste de 10. Non, elle se fait sur des listes de 5 titulaires, 5 suppléants, et c'est ensuite au plus fort reste qui est attribué le nombre de sièges. Oui, mais donc, sur des listes de 5, par rapport à la proportionnelle, il n'y a aucune chance qu'on ait un élu, donc c'est pas la peine de faire une liste à ce moment-là, quoi. S'il y avait effectivement, c'était la proportionnalité sur les 10. Non, Non. c'est entre les 5 titulaires et 5 suppléants. Ouais. Est-ce que vous proposez une liste? Bah. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous avez le choix de le Non, faire. mais on Bah, va faire toute une élection, mais sachant qu'en fait, pour qu'on ait une chance d'être un élu, d'avoir un élu, il faut au moins 7 noms. Donc, la règle du plus fort reste s'applique. Et donc la représentation proportionnelle de l'Assemblée fait qu'effectivement, aujourd'hui, sauf, mais jamais, personne ne peut préjuger du vote de l'ensemble des élus. Et donc vous pouvez tout à fait, ou non, proposer une liste. oui, on va faire, pour faire jouer la démocratie, on va faire une liste de un titulaire et un suppléant. Alors, quel est votre candidat titulaire? Titulaire, c'est donc Leslie Télémingue, et puis en Merci. suppléant, Franck Tevray, quoi. Merci. Donc, je retiens qu'il y a d'un côté, en titulaire et suppléant, les listes qui ont été déposées, puisqu'ils ont été adressés en amont de cette séance et qui sont sur table. Et ensuite, donc, s'agissant de la liste de Monsieur Tevray, vous avez la candidature en candidate titulaire de Madame Télémingue et en candidat suppléant de Monsieur Tevray. Je vous invite à vous saisir donc
des bulletins. Si vous avez un pouvoir, vous avez normalement 2 enveloppes, donc vous votez 2 fois. Et donc, je vous invite à mettre le bulletin que vous souhaitez, soit le bulletin qui a été pré-rempli, soit sur la base des 2 noms que je vous ai donnés, donc madame Télémain en titulaire et monsieur Tevray en suppléant, et à les mettre dans vos enveloppes. Alors, il va falloir qu'on constitue donc le bureau pour le dépouillement. Est-ce que je peux avoir, monsieur Tevray, de votre côté, donc un candidat pour aider au dépouillement? Madame Télémingue. Merci. Du côté de la majorité, est-ce que je peux proposer à monsieur Bassière d'être candidat? Merci. Parfait. Je vais maintenant donc appeler. Alors, restez assis. L'urne va venir jusqu'à vous. Ce sera plus simple pour que vous puissiez déposer vos bulletins. Donc, nous avons Johan Mittel-Osser et je vais voter également pour mon pouvoir, à savoir celui de madame Bilingui. Donc, je mets 2 bulletins à voter. Madame Sabourin-Michel. 2 bulletins aussi. À voter avec son pouvoir pour madame Thirouin. Ensuite, monsieur Vaury. À voter, merci. Madame Ambroso dit pour elle-même et son pouvoir, à savoir madame Bussière. Donc, 2 bulletins, merci. Monsieur Chian. Il a voté, merci. Monsieur Lajugie, pardon. À voter, merci. Madame Siffer. À voter, merci. Monsieur Dupuis. À voter, merci. Madame Boivin. Qui vote pour son pouvoir, monsieur Faucheux, pardon. À voter, merci. Monsieur Drapier. À voter, merci. Monsieur Bonneau. À voter, merci. Monsieur Demoisson. De l'autre côté. Pardon, Sophie, désolé. À voter, merci. Monsieur Bassière, ici. À voter, merci. Monsieur Parmentier, qui est derrière vous là-bas. À voter, merci. Madame Brasseur, juste à côté. À voter, merci. Monsieur Bagaragaza, en face. À voter, merci. Nous avons ensuite madame Martins. À voter, merci. Madame Vater, juste ici. À voter, merci. De l'autre côté, derrière, pardon, Sophie. Monsieur Camara. À voter, merci. On se retourne encore avec madame Bosque. À voter, merci. On reste du même côté que madame Trochet. À voter, merci. Monsieur Tevray et madame Télémingue. Merci beaucoup. Normalement, si je ne me suis pas trompé, tout le monde a voté, pouvoir compris. Donc, le scrutin est clos. On va pouvoir inviter madame Télémingue et monsieur Bassière à peut-être se positionner au niveau de la table du secrétariat pour retourner l'urne et m'indiquer le nombre de bulletins qui ont été trouvés dans l'urne. Donc, nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 27. Parfait. Je vous invite donc à procéder au dépouillement. L'un d'entre vous ouvre l'enveloppe, dépouille le bulletin et le tend à l'autre qui le lit à haute voix. Et donc, si monsieur Bassière peut prendre le micro de monsieur Parmentier derrière lui pour que je lui donne la parole et qu'il puisse lire à haute voix les bulletins trouvés dans l'urne. Ah, ou madame Telemain, pardon, excusez-moi. J'ai quoi? Johan Mittel-Osser? Merci. Johan Mittel-Osser. Johan Mittel-Osser. Franck Tevray. Franck Tevray. Johan Mittel-Osser. Johan Mittel-Osser. Johan Mittel-Osser. Johan Mittel-Osser.
Johan Mitteloser, 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 Johan Mitteloser. Terminé. Merci. Je peux donc proclamer le résultat. Donc, ont obtenu la liste menée par Johan Mitteloser, donc 25 voix. La liste menée par Madame Télémingue, 2 voix. Sont donc élus les membres de la liste portée par Monsieur Mitteloser, à savoir en qualité de titulaire Monsieur Bruno Dupuis, Monsieur Anna Lajugie, Monsieur Jacques Drapier, Monsieur Emmanuel Parmentier, Madame Christelle Thirouin, et en qualité de suppléant, Monsieur Dominique Vory, Madame Patricia Ambrodo-Taddy, Madame Aurélia Vater, Monsieur Dominique Bassière et Madame Sabourin Michel. Je remercie Madame Télémingue et Monsieur Bassière donc d'avoir constitué ainsi le bureau de vote. Et les résultats étant proclamés, le point numéro 3 est donc adopté et fixé. Merci à tous. Le point numéro 4, il concerne une demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération des Tempois Sud-Essonne au titre du fonds de concours pour les aides communautaires. Alors, comme la note de synthèse vous le rappelait, les aides communautaires donc pour l'année 2026 ont été fixées, s'agissant de la commune d'Angerville, à hauteur de 50 660 €. C'est une enveloppe que l'agglomération donc alloue pour accompagner les projets d'investissement de la commune. Cette aide relevant de ce qu'on appelle le dispositif du fonds de concours, elle est donc conditionnée au dépôt d'un dossier complet auprès de l'agglomération avant le 30 novembre 2026. Donc, vous voyez que nous sommes largement dans les temps. Et il doit comprendre ce dossier une note détaillée du projet et une délibération du conseil municipal qui autorise le maire à déposer le dit dossier. Dans ce cadre, notre commune souhaite mobiliser donc l'enveloppe afin d'accompagner donc 2 projets qui nous semblent être prioritaires et que nous soumettons à votre avis. Le premier concerne l'acquisition d'une nacelle élévatrice. En effet, aujourd'hui, notre nacelle qui date d'un certain nombre d'années, alors non pas en termes de kilométrage du véhicule, puisque la nacelle se déplaçant uniquement sur Angerville, elle n'a pas beaucoup de kilométrage au compteur. En revanche, en termes d'âge, elle a un peu plus au compteur. Et donc aujourd'hui, nous avons une nacelle qui nous coûte très cher en entretien, puisque vous le savez, mes chers collègues, s'agissant de la réglementation du travail et de la sécurité du travail, nous avons de plus en plus de contraintes. Et donc, le matériel vieillissant, il doit être sans cesse remis au goût du jour. Et puis, parallèlement à cela, il subit des pannes à répétition. Et donc, on a aujourd'hui une nacelle qui nous coûte cher en entretien. Et nous avons donc jugé aujourd'hui que, compte tenu de la vétusté du matériel, il semblait plus opportun d'acquérir une nouvelle nacelle élévatrice, je vais y arriver, permettant donc de garantir un niveau optimal de sécurité pour les agents et une efficience d'intervention, puisque la nacelle aujourd'hui est souvent en panne et quand elle est en panne, elle peut être indisponible pour des périodes qui vont de 2 à 6 semaines. Ce qui a conduit, dans un passé relativement récent, à ce que nous ne puissions pas pourvoir au remplacement des candélabres, des ampoules, etc., puisque la nacelle étant indisponible, on ne pouvait pas intervenir et donc ça a légitimement suscité des interrogations, voire même parfois du mécontentement de la part donc d'un certain nombre d'administrés. Et donc l'enjeu, c'est en acquérant une nouvelle nacelle d'être beaucoup plus réactif, puisque nous limiterons le nombre de pannes.
Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'une nacelle, bah, c'est pas gratuit, hein. Vous avez peut-être découvert le coût d'une nacelle élévatrice. Ça coûte 73 500 € hors taxe. Et donc, la subvention qui est sollicitée à hauteur de 34,71% du montant auprès de l'agglomération est de 25 511,90 €. À côté de ça, nous souhaiterions réhabiliter la rue de Rouvray. C'est la rue qui traverse l'intégralité du hameau de Westreville. Et si vous vous y êtes rendu récemment, vous avez constaté que l'état de la voirie est dans un état de dégradation avancé. Nous nous sommes engagés auprès des riverains naturellement pour la réfection de cette voirie au tout début du mois de juillet, donc c'est incessamment sous peu. Dans la mesure où nous pourrions solliciter l'agglomération pour réduire le reste à charge de la commune, nous avons jugé opportun pour les 700 mètres de rénovation de la voirie de solliciter l'agglomération afin que cette réhabilitation, qui va comprendre un rabotage du revêtement, un nouvel enrobé, une couche d'accroche et naturellement la mise en place du marquage, puisse être réalisée. On a quand même pas mal aujourd'hui de cratères, c'est le terme à employer au niveau du hameau. Je remercie les riverains qui ont été très compréhensifs puisqu'on leur a indiqué que, quelle que soit l'issue à la fois de votre vote, mais je ne doute pas qu'il sera favorable pour qu'on sollicite les subventions et de l'agglomération, nous ferions cette réhabilitation, puisqu'aujourd'hui c'est une question de sécurité routière, hein. Mais si on peut obtenir sur les 72 452 € hors taxe que va coûter cette rénovation, eh bien 25 148 € et 10 centimes de subvention, soit 34,71% de dépenses, on ne va pas s'en priver. Et donc c'est ce qui vous est proposé de manière complémentaire avec donc la nacelle élévatrice. Donc ces deux opérations qui ont un coût donc de 73 500 € pour l'opération 1 et de 72 452 € pour l'opération 2, soit 145 952 € de dépenses pour la commune, auquel, si vous en êtes d'accord, nous proposons donc d'adjoindre une aide communautaire à hauteur de 50 660 €, ce qui permettrait de diminuer le reste à charge de la commune de 145 952 € à 124 482 € et 40 centimes. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions, des interventions donc sur ce point? Je n'en vois pas, je vous propose donc de passer au vote et donc d'ouvrir le scrutin. Le scrutin est ouvert. Je vous invite à vous prononcer. Madame Siffert? Vous êtes pour, merci. On va faire un sans faute, je le sens. Madame Télémingue? Pour, merci. Donc, sur les 27 votes attendus, tous avec pouvoir sont exprimés favorablement. La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5, il concerne les garanties d'emprunt souscrits via le bailleur Séquence auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, je cède la parole à Madame Ambroso Tadi. Donc, dans le cadre de la réalisation du programme immobilier qui est situé au 11 avenue de Paris et qui comprend 75 logements locatifs sociaux et 15 logements locatifs intermédiaires, le bailleur social Séquence a sollicité la commune afin qu'elle accorde sa garantie aux emprunts nécessaires au financement de cette opération. La garantie d'emprunt, qui constitue un engagement par lequel la commune se substitue à l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans le remboursement du prêt. Ce dispositif, couramment utilisé pour le financement du logement social, permet aux bailleurs de bénéficier de conditions de financement plus favorables et contribue ainsi à la réalisation d'opérations répondant aux objectifs de mixité sociale et de développement de l'offre de logement. En contrepartie de cette garantie, la commune bénéficie des droits de réservation sur 20% des logements réalisés, lui permettant de proposer des candidats à l'attribution des logements destinés aux ménages répondant aux critères réglementaires. Le risque financier supporté par la commune demeure limité. Séquence est en effet une filiale du groupe Action Logement. Elle figure parmi les principaux bailleurs sociaux français et dispose d'une assise financière solide ainsi que d'un modèle économique pérenne. En outre, les organismes de logement social évoluent dans un cadre réglementaire strict et font l'objet de contrôles spécifiques, ce qui contribue à sécuriser les engagements pris par la commune au titre de cette garantie. La garantie d'emprunt doit être accordée par délibération du conseil municipal. À cet effet, les modalités d'emprunt vous sont détaillées ci-dessous. Donc, pour le financement de 75 logements sociaux, le bailleur Séquence a contracté
un emprunt d'un montant total de 10 654 689 €, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 188-806 qui vous était présenté en annexe, est constitué de 6 lignes de prêt, à savoir un prêt CPLS de 1 443 731 € pour une durée de 25 ans, un prêt PLAI pour 1 219 946 pour une durée de 40 ans, un prêt PLAI foncier de 1 082 040 € pour une durée de 60 ans, un prêt PLS de 2 189 724 pour une durée de 25 ans, un prêt PLUS de 3 177 429 € pour une durée de 40 ans et un prêt PLUS foncier de 1 541 819 pour une durée de 60 ans. En contrepartie donc de cette garantie d'emprunt, la collectivité bénéficiera donc de 15 logements au titre des droits de réservation, soit 20%. Compte tenu de ces éléments, il vous est donc proposé de garantir cet emprunt. Merci. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions, des interventions donc, sur ce point? Ah oui, monsieur Teray, pardon. Si vous ne levez pas la main, je ne peux pas deviner. Allez-y. Oui, cet emprunt, il a été effectué à quelle date? Alors, il ne l'a pas été puisqu'il est soumis à votre avis ce soir. Mais, C'est-à-dire que soit vous acceptez de garantir les emprunts, soit vous ne l'acceptez pas. Mais les emprunts à ce jour sont contractés auprès de la Caisse des dépôts, mais ils ne le sont pas puisque en fait le non, mais bailleur attend. je veux dire par rapport aux travaux, parce qu'en fait, maintenant, on demande de garantir un emprunt alors que les travaux ont été déjà faits. Alors pour moi, je pensais que finalement, pour financer les travaux, il fallait déjà avoir l'argent. A Alors priori, là, on demande de voter pour un emprunt alors que les travaux sont déjà oui, faits, quoi. parce que le bailleur a une capacité financière qui lui permet aujourd'hui de pourvoir en termes de trésorerie à ses investissements courants, mais que dans le cadre de l'emprunt contracté auprès donc de l'établissement bancaire, il a besoin d'avoir quelqu'un qui garantit l'emprunt. Donc on peut tout à fait refuser de garantir l'emprunt, ça n'empêchera pas, vous l'avez compris, puisqu'il a les reins pour le faire, le bailleur de faire le projet. En revanche, si nous refusons de garantir les emprunts, nous perdons le droit d'avoir accès, donc de flécher nos candidatures, et je crois que ça fera écho aux questions que vous voulez poser tout à l'heure en fin de conseil municipal, à raison donc de 20%, soit 15 logements sur les 75. Et ces 20 logements, donc, qui sont attribués à la gestion de la commune, ils seront attribués sur quels Non, c'est critères? 15, c'est 15, 20% 15, ouais, de 75, 20%, donc ça fait 15. 15. Et pardon, j'ai pas compris votre question, excusez-moi du coup. Oui, ça sera géré comment, en fait, l'attribution de ces 15 logements? De la même manière que le contingent préfectoral ou contingent du bailleur, c'est-à-dire selon les règles du scoring aujourd'hui qui est prévu, donc dans le cadre de l'attribution du logement social, alors sur la base à la fois de la composition du foyer, des revenus, des fragilités constatées, peu importe le réservataire, qu'il soit de la commune, du bailleur ou de l'État, les règles sont les mêmes. En revanche, c'est la présentation des candidatures qui diffère. Quand nous parlons de la commune et donc des 15 logements actuels, c'est-à-dire que c'est la commune qui va présenter pour chaque logement 3 candidatures. C'est elle qui présente ces 3 candidatures, chacune devant répondre aux normes et aux règles d'éligibilité. Mais elle a le choix dans la présentation des candidatures. Si nous ne garantissons pas les emprunts, nous ne pourrons pas flécher 3 candidatures par logement sur 15 logements sur 75 dans le cadre de l'opération. Est-ce que ça vous semble plus clair? Tout à fait, et seulement 20%? Il n'y a pas C'est la règle, possibilité, c'est la règle. C'est la règle aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà, puisque vous devez en fait avoir 20% pour la commune et le restant a due concurrence entre. Alors, normalement, c'est un quart, un quart, un quart. Et vous avez le quart restant qui est sur Action Logement. Non, un tiers, pardon, mais qui n'est pas parfait, vous l'avez compris. Le delta étant sur Action Logement qui réserve via des accords cadres avec les employeurs un certain nombre de logements. Mais sinon, c'est un tiers pour la préfecture, un tiers pour la commune, un tiers pour le bailleur. Sachant que lors du premier peuplement, la commune, en général,
à voie de préférence, puisque le bailleur préfère avoir immédiatement des candidatures qui sont jugées comme étant recevables et volontairement orientées sur les opérations. Ce dont on parle, c'est sur le long terme, c'est lorsque les logements, une fois peuplés, vont se libérer. Nous aurons donc un certain nombre de logements, 15 sur les 75, qui seront fléchés sur la commune et pour lesquels elle pourra présenter 3 candidatures, puisque je rappelle que le maire ou la commune n'a pas tout pouvoir. Nous devons, sur les logements de notre contingent, présenter systématiquement 3 candidatures. C'est ensuite ce qu'on appelle la commission d'attribution des logements. Alors, j'ai pas c'est les Caléoles. Du coup, je suis en commission d'attribution des logements et éole. Bref, pour le logement social, j'ai pas le reste de l'acronyme, qui sont réunis en préfecture, en présence des services de l'État, de la mairie et du bailleur, qui, sur la base donc des critères que j'ai énoncés, vont sur les 3 candidatures sélectionner celui qui leur semble le plus approprié pour lui proposer le logement. Ok, très bien. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers collègues? Donc, procédure usuelle, hein, je rappelle que jusqu'à ce jour, la commune d'Angerville a toujours garanti les emprunts des opérations de logements sociaux. C'est ce qui permet à la commune de peser dans le cadre des commissions d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements, les fameuses caléoles, Madame Sabourin-Michel, merci. Et donc d'avoir notre contingent réservataire et de pouvoir donc privilégier les dossiers locaux, mais pour qu'il ne soit pas dit l'inverse de ce que j'énonçais, toujours sur la base des critères d'éligibilité, hein, c'est pas la tête du client, mais en revanche, c'est la commune qui flèche. Et donc, je ne vous mentirai pas en disant que nous privilégions sur la base des critères d'éligibilité les candidatures locales. Pas de difficulté à l'assumer totalement, mais à raison de 3 pour garantir la neutralité de l'affectation via les membres de la commission. S'il n'y a pas d'autres questions, mes chers collègues, je vous invite donc à délibérer favorablement pour permettre à la commune de disposer de ce contingent dans le cadre de cette garantie d'emprunt. Alors, le scrutin est ouvert. Je vous invite à vous prononcer. Alors, il nous reste, ça a l'air de bien se dérouler. Non, ah non, alors Monsieur Chian, c'est coché, mais il n'y a pas de vote. Vous votez pour, vous votez comment? Pour, merci. Monsieur Parmentier, pour, merci. Et le pouvoir de Monsieur Faucheux via Madame Boivin. Pour, merci. Donc, 27 votes attendus, ils sont tous exprimés favorablement. La délibération et donc les garanties d'emprunt sont accordées à l'unanimité. Merci à tous. Le point suivant, il concerne la décision modificative numéro 1 s'agissant du budget principal et je redonne la parole à Madame Ambrosio-Tadi. Oui, une décision modificative doit être prise pour prendre en considération certaines dépenses qui n'étaient pas prévues lors du vote du budget. Nous avons pour l'opération 48 une prolongation de l'atlas de la biodiversité communale à hauteur de 12 000 euros. Pour l'opération 10, la fourniture et pose d'un transformateur aux écoles, hein, suite au gros problème qu'il y a eu aux écoles, pour 60 000 euros, ainsi que l'acquisition d'une autolaveuse pour la cantine de 4 000 euros. Opération 36, des travaux à la gendarmerie avec la peinture des locaux d'accueil et la remise en état d'un logement pour 35 000 euros. L'opération 31, réalisation d'une statue représentant Olympe de Gouges, que vous aviez en annexe la photo de la statue pour le dessin, pour 40 550 euros. Et l'opération 43, diminution de la réserve, donc à hauteur de 151 550 euros, pour faire l'équilibre, hein, pour avoir autant de diminution de crédit que d'augmentation de crédit en dépenses. Merci. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions, des interventions donc, sur cette décision modificative numéro 1 portant sur le budget principal? Non, je complète donc en vous informant, mais vous l'avez compris, mais pour celles et ceux qui nous suivent, que celle-ci donc entérine des travaux substantiels, notamment en termes de peinture et donc d'accueil et de confort pour les personnes qui se rendront en gendarmerie, tout comme pour nos gendarmes, puisque nous allons repeindre l'intégralité des bureaux, mais aussi de l'espace d'accueil lorsque vous vous rendrez en gendarmerie, et
Deuxième projet qui n'est pas des moindres, vous le savez, lors de la précédente mandature, nous avons décidé de dénommer l'allée qui dessert Vira, ou dessert, puisque le bâtiment est en cours de construction, voire même achevé, la future résidence intergénérationnelle en allée Olympe de Gouges, qui, je vous le rappelle, est la première révolutionnaire engagée pour le droit des femmes. Et nous avons donc souhaité illustrer cette dénomination par un geste artistique en nous tournant vers l'atelier de la pierre, qui n'est ni plus ni moins que l'atelier qui comporte aujourd'hui des compagnons du devoir et qui a réalisé la réplique exacte du monument aux gendarmes, qui aujourd'hui trône au niveau de l'ancienne place de la Liberté, donc au bout de la rue nationale, là où vous connaissez l'empreinte du monument. Et donc en nous tournant vers ces artistes, on leur a demandé de nous faire une représentation donc d'Olympe de Gouges. La vue que vous aviez dans le cadre de la note de synthèse est une vue artistique, donc c'est une création. Elle s'inspire à la fois des représentations qui ont pu être faites de cette femme, mais pour autant n'imite rien de connu. Vous avez donc cette femme qui tend ce qu'elle appelle la Déclaration des droits des femmes et du citoyen vis-à-vis de celles et ceux qui, se positionnant en partie inférieure de la stèle, pourront donc la lire. Et donc, nous avons voulu affirmer par là à la fois le geste artistique, mais aussi le combat d'Olympe de Gouges pour l'égalité entre les sexes, et notamment, comme elle le disait souvent, si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles peuvent tout à fait monter à la tribune. Et c'est un combat qui demeure plus que jamais d'actualité, qui donc incarne parfaitement la délibération qui a été prise au cours du précédent mandat. Et donc, nous aurons l'occasion, si vous donnez suite à ces décisions modificatives, de pouvoir faire réaliser cette œuvre et de pouvoir baptiser et inaugurer officiellement la résidence et l'œuvre sculpturale qui trônera donc sur le parvis de la future résidence intergénérationnelle qui portera le même nom, à savoir Olympe de Gouges. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur ce point? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote et d'ouvrir le scrutin. Le scrutin est ouvert. Je vous invite à vous prononcer. Donc, ah, parfait. Donc, j'étais le dernier. Merci. Donc, si on peut brosser juste pour que je m'assure. Donc, malgré les esprits dissipés qui m'entourent, je constate que 27 personnes se sont exprimées favorablement et que par conséquent, la décision modificative numéro 1 est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous poursuivons le point numéro 7. Il concerne l'attribution d'une subvention à l'association Juste pour Vivre dans le cadre de rencontres scolaires qui s'accompagne aussi d'une édition bien connue. Ce sera la 3e édition, à savoir celle du Salon du Livre, qui a lieu sur Étampes pour l'exercice 2027. Mais je cède la parole à Madame Siffer qui pourra vous en faire une présentation plus détaillée. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la 5e édition du Salon du Livre d'Étampes, qui se déroulera donc les 13 et 14 mars prochains, 2027, l'association Juste pour Vivre organise du 8 au 12 mars 2027 des rencontres scolaires avec des auteurs dans les établissements de la communauté d'agglomération. L'école élémentaire Le Petit Nice a souhaité donc participer à cette action culturelle au bénéfice de ses 13 classes. Chaque intervention prend la forme d'un atelier pédagogique qui sera animé par un auteur autour d'un ouvrage sélectionné. Ces rencontres ont pour objectif de sensibiliser les élèves à la lecture, de les faire découvrir le métier d'auteur et de favoriser les échanges autour de la création littéraire. Afin de permettre la réalisation de ces interventions, l'association Juste pour Vivre sollicite donc une participation financière de la commune d'un montant de 2230 euros, correspondant au financement des auteurs qui interviendront dans les classes. Considérant donc l'intérêt éducatif et culturel de cette action en faveur des élèves du Petit Nice, il vous est proposé d'accorder à l'association Juste pour Vivre une subvention de ce montant. Merci. Donc, pour peut-être compléter l'information, vous le savez, le Salon du Livre d'Étampes est aujourd'hui devenu un rendez-vous majeur et incontournable puisqu'il réunit 4 librairies indépendantes, alors du territoire de l'Étampes Sud-Essonne, mais également d'Entrejunes et Renardes. Vous avez donc la librairie Les Échappés, la librairie l'Histoire, alors Les Échappés Étampes, l'Histoire sans fin à Saclay, la librairie du Loup Blanc à Étréchy, et puis parce que je me suis livré à l'exercice, il fallait forcément que ce soit Périlleux. Je ne sais plus quelle est la 4e librairie indépendante, mais néanmoins, ces 4 librairies concourent aujourd'hui à la renommée et l'attractivité d'un salon du livre dont je vous recommande la fréquentation si vous n'y êtes pas allé, parce que non seulement vous découvrirez ce qu'on voit dans un salon du livre classique, c'est-à-dire
un certain nombre de librairies et d'ouvrages, mais vous découvrirez aussi des rencontres avec un certain nombre d'auteurs. Bernard Werber est venu l'année dernière, on a eu Abel Quentin, on a eu quantité d'auteurs qui sont venus dédicacer leurs ouvrages et partager avec les lecteurs présents des moments d'échange et de rencontres. On a eu aussi des illustrateurs, notamment sur des livres pour les enfants, qui ont réalisé des aquarelles sur les livres qui étaient donc personnalisés. Donc c'était autant d'objets cadeaux. Pourquoi j'insiste? Parce que vous le savez aujourd'hui, à la fois le secteur du livre est dans une passe très compliquée. Il n'y a jamais eu aussi peu d'ouvrages vendus que ces 10 dernières années. La lecture est en recul. Et je crois qu'en tant qu'élus municipaux, nous avons à cœur et comme devoir d'inciter, de favoriser, d'encourager la lecture. Et donc, c'est tout naturellement qu'avec Madame Siffert, nous avons souhaité répondre par l'affirmative à la proposition de l'organisatrice du Salon du Livre de venir avec donc des auteurs organisés in situ, donc au sein de l'école, ces différents ateliers, avec donc une thématique, c'est-à-dire que les écoles vont choisir un auteur et vont travailler tout au long de l'année, hein, comme un fil rouge, autour de celui-ci, avec comme point d'orgue, et en souhaitant n'y emmener pas que les enfants, mais aussi les familles, aller se rendre sur ce salon du livre et découvrir qu'aujourd'hui, la lecture, c'est certainement pas une activité passée, au contraire, elle est très fortement actuelle et elle trouve à s'exprimer dans le domaine de la BD, dans le domaine du manga, dans le domaine du roman, du polar, peu importe. Il y en a pour tous les goûts. Et ce salon, d'ailleurs, marque véritablement son identité autour de la diversité des genres qui sont à retrouver au sein de celui-ci. Et donc, c'est l'occasion d'en refaire une publicité parce que ces événements sont devenus trop rares, très rares. Et derrière, vous avez véritablement tous ces libraires indépendants du territoire qui ne peuvent survivre que parce que vous allez, lorsque vous souhaitez acheter un ouvrage, chez eux plutôt que dans une grande plateforme avec un sourire sur le carton ou une autre qui se trouve, parce que marque française, dans des grandes surfaces. Je vous rappelle que le prix du livre est encadré en France et donc que vous l'achetiez sur une grande plateforme en ligne ou que vous alliez dans une librairie indépendante, vous paierez le même prix, à la différence près que, certes, on peut trouver le confort de l'avoir dans sa boîte aux lettres, mais de l'autre côté, vous avez le conseil, le rapport humain, et vous avez véritablement une activité de proximité qui vit grâce au lectorat et qui ne peut aujourd'hui survivre que parce que nous continuons à aller sur ces lieux de culture qui sont parmi les derniers à animer nos cœurs de ville. Voilà, c'était pour rappeler que la librairie des échappés, entre autres, à Étampes, hein, qui a fêté le week-end dernier ses 5 ans, doit aujourd'hui sa survie au fait que nous continuons, que vous continuiez. Et il en est de même pour la librairie L'Histoire sans fin de Sacla, à aller les fréquenter et à aller acheter des livres dans les boutiques. N'hésitez pas à comparer sur Internet, mais au moment d'acheter, allez dans ces librairies parce que le prix est le même. Mais par contre, vous sauvegardez un emploi local, vous sauvegardez une activité, une animation. J'en terminerai en vous disant qu'aujourd'hui, ces librairies sont des acteurs de nos réseaux locaux en termes d'animation, dans nos médiathèques, mais aussi dans la capacité à fournir des ouvrages à nos écoles. Et c'est aujourd'hui le choix qui est fait dans nos actes de consommation de défendre ce commerce de proximité qui est un commerce particulier puisqu'il est un commerce culturel, donc d'autant plus compliqué à faire vivre. Donc désolé pour l'insistance que je mets ce soir dans mon propos, mais il en va de notre responsabilité à tous que ces commerces continuent de survivre. Et à travers cet engagement, si vous l'acceptez, ben, nous poursuivons ce partenariat et je dirais, nous le confortons avec les interventions en milieu scolaire. Oui, monsieur Demoisson. Oui, juste pour compléter ce que vous venez de dire, monsieur le maire, il y a samedi prochain, 4 juillet, dans une grande surface d'Angerville, Alain Galopin va dédicacer son ouvrage, donc des témoignages. Donc c'est juste pour illustrer ce rendez-vous, c'est dès 9h30 dans la grande surface d'Angerville, pour pas faire de pub. Voilà. Merci. Voilà, il y a tous les lieux d'expression qui permettent d'aller et d'acheter des ouvrages parce que c'est ce qui fait vivre tout un secteur de l'édition et des distributeurs de proximité que sont les libraires. Chacun l'aura compris. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, mes chers collègues, sur cette délibération? Je n'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote pour permettre l'attribution d'une subvention de 2 230 € et 10 centimes pour animer ces ateliers auprès des élèves de l'école élémentaire avec les auteurs que les enseignants auront choisis autour du livre, de la création et de l'édition. Ah, je suis le dernier. Donc, 27 votes attendus et ils sont tous, semble-t-il, exprimés favorablement. Merci pour cette belle unité de soutien à l'action culturelle des acteurs du territoire. Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Ah, merci. Et l'autre librairie, c'est Egli. Merci, Madame Siffert, pour la précision. Librairie indépendante également.
Le point numéro 8, il concerne la création d'un emploi permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Alors, la délibération vous le rappelait, conformément à l'article 313-1 du Code général des collectivités territoriales, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant, donc le conseil municipal. Il appartient donc à celui-ci de fixer l'effectif des emplois qui sont nécessaires au fonctionnement des services. Nous pouvons donc ensuite recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents, sur la base des articles, etc. Je vous en fais grâce. Ce qui vous est rappelé aujourd'hui, c'est que notre commune est engagée dans le dispositif Petite Ville de demain. Nous y avons souscrit depuis l'année 2021 et le dispositif s'arrête le 31 décembre 2026. En attendant, et faisant suite au départ de notre chef de projet qui nous a quittés le 31 mars dernier pour aller vers d'autres aventures professionnelles, nous souhaitons recruter un nouveau chef de projet sur la base d'un contrat donc d'un an. C'est ce qui justifie ce qu'on appelle ce contrat d'accroissement temporaire. Pourquoi d'un an? Parce que vous le savez ou pas, mais c'est l'occasion de le rappeler, les annonces gouvernementales font à date état d'une prorogation du dispositif Petite Ville demain, mais sans modalité précise. Donc nous savons que passé le 31 décembre 2026, Petite Ville demain version 2 devrait exister. Maintenant, nous n'en avons ni les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire est-ce que une commune comme la nôtre, qui était déjà lauréate, pourra à nouveau bénéficier du dispositif, et nous n'avons pas non plus connaissance des dispositifs d'accompagnement financier, puisque aujourd'hui, le poste de chef de projet était financé à hauteur de 75%, 25% par l'État, 50% par la Banque des Territoires. Je regarde pour savoir si je dis pas de bêtises. C'est l'inverse. Donc c'est la Banque des Territoires qui montait jusqu'à 75%, à condition que nous ayons engagé ce qu'on appelait à l'époque une étude de revalorisation urbaine, une étude préopérationnelle, ce que nous avions mené. Et donc nous avions eu 75% de subventionnement, donc il restait à charge de la commune les 25% restants. Dans la mesure où, passé le 31 décembre, nous n'avons pas de visibilité, il ne serait pas raisonnable d'engager la collectivité à date sur un contrat à durée de 6 ans, puisqu'en général les dispositifs PVD durent un mandat. Et donc, ce qui vous est proposé pour ne pas non plus perdre le temps qui nous reste jusqu'au 31 décembre de cette année pour pouvoir continuer d'impulser la dynamique Petite Ville demain, laquelle a démontré, je le crois, sa capacité structurelle et structurante pour la commune, eh bien, à pouvoir recruter un nouveau chef de projet sur un contrat d'un an, ce qui laissera le temps, nous laissera le temps de voir ce que l'État confirmera ou non, et donc de pouvoir, au bout d'un an, si l'État a confirmé son accompagnement financier et avant tout, l'éligibilité de la commune au dispositif PVD 2 de pouvoir proroger le poste et le basculer sur un poste de chef de projet PVD au sens large du terme, ou éventuellement d'y mettre fin s'il ne devait pas y avoir l'accompagnement financier et s'il ne devait pas surtout y avoir la reconduction de la commune dans le dispositif. Mais il nous semblait quand même important de ne pas perdre ce temps. Pour celles et ceux qui appartiennent à la mandature précédente, vous l'avez vécu, vous l'avez éprouvé et vous avez surtout constaté la capacité, je dirais, d'ensemblier, la capacité constructive d'avoir un chef de projet pour pouvoir porter un collectif, définir des orientations, aller ensuite chercher les subventionnements, définir ensuite un pas de temps à la mise en œuvre. Et nous avons vu à quel point c'était un accélérateur, puisque je le rappelle, près de 10 millions d'euros ont été investis durant la mandature précédente. C'est près de 2 fois plus qu'une mandature classique. Ces 10 millions l'ont été non pas aux dépens de la solidité financière de la commune. Chacun l'aura constaté, nous ressortons à la fin de ce mandat un peu plus solide qu'au début du mandat précédent, mais bien la capacité de pouvoir aller chercher les financements. Vous le savez, à l'ère de la raréfaction des accompagnements de financement public, ce qui différencie, ce qui permet d'être, je dirais, plus rapide que les autres, c'est d'avoir des projets qui soient prêts. Et pour qu'ils soient prêts, ces projets, il faut avoir un chef de projet, il faut les structurer, il faut les penser, il faut les définir avec l'ensemble des élus. Et c'est là tout le rôle d'un chef de projet sous l'autorité de la directrice générale des services et en lien naturellement avec élus référents et services pour porter une politique d'action au service de la structuration de nos enjeux et de nos ambitions pour la mandature 2026-2032/33 en fonction de ce que le législateur en temps voulu décidera. Voici, mes chers collègues, tout l'objet de la délibération qui est soumise à votre appréciation et à vos commentaires préalablement à la délibération et donc au vote. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers collègues? Je n'en vois pas. Je vous propose donc d'ouvrir le scrutin et de passer au vote pour permettre la création donc de ce poste temporaire d'un an pour pourvoir
le plus rapidement possible celui-ci. Le scrutin est ouvert, je vous invite à vous prononcer. Monsieur Bassière? Non? Oui, vous êtes pour, pardon, merci. Pour, mais je respecte le vote, hein. Madame Télémingue? Pour, merci. Et donc, nous avons 27 votes attendus, 27 votes exprimés favorablement. C'est donc une délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, le point numéro 9, il concerne l'adoption du règlement du service communal à l'eau encombrant. Et je cède la parole à monsieur Lajugie. Le service à l'eau encombrement mis en place par la commune d'Angerville en 2016 vise à accompagner les administrés âgés de plus de 70 ans rencontrant des difficultés pour se rendre en déchetterie. Ce dispositif, totalement gratuit, permet la collecte à domicile d'objets encombrants sur rendez-vous à raison d'une tournée mensuelle. Depuis sa création, il connaît une fréquentation régulière avec plus d'une cinquantaine d'interventions réalisées chaque année grâce à la mobilisation des agents des services techniques. Ce service contribue efficacement à l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers, au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et à la prévention des dépôts sauvages. Bien que ce service soit opérationnel depuis plusieurs années, il fonctionne actuellement sans cadre formalisé adopté par le conseil municipal. Par ailleurs, au regard de l'évolution des besoins, il apparaît désormais nécessaire d'élargir la liste des déchets acceptés en y intégrant les déchets verts. Dans ce contexte, l'élaboration d'un règlement apparaît aujourd'hui nécessaire afin de sécuriser juridiquement le dispositif, en précisant les conditions d'accès au service, en définissant les responsabilités respectives de la commune et des usagers, en prévenant les risques de contentieux ou de contestation. Encadrer et harmoniser les pratiques, là encore en fixant les règles claires et équitables pour l'ensemble des bénéficiaires, formaliser les modalités d'inscription et de collecte, encadrant strictement les types de déchets acceptés ou refusés. Garantir la sécurité des agents, donc en limitant la collecte aux déchets manipulables sans danger, en évitant la prise en charge des déchets interdits ou à risque, produits dangereux, encombrants, non transportables. Assurer la pérennité et la bonne organisation du service, en prévenant les abus ou les dérives, optimisant la planification des interventions et en maintenant un service adapté aux capacités des services techniques. Le règlement proposé en annexe définit notamment les conditions d'éligibilité, les modalités de prise de rendez-vous, la fréquence des interventions, la liste des déchets acceptés et refusés, les conditions de présentation des encombrants, ainsi que les responsabilités de la commune et des bénéficiaires. Ainsi, l'adoption de ce règlement par délibération du conseil municipal permettra de formaliser officiellement le service à l'eau encombrant, de sécuriser son fonctionnement, d'en garantir la continuité dans de bonnes conditions. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce règlement du service à l'eau encombrant et voilà, je vous propose d'en délibérer. Merci. Donc, pour compléter les propos de monsieur Lajugie, donc rappelez que ce service a aujourd'hui 10 ans. Nous fêtons les 10 ans d'Allo encombrant et sur proposition de monsieur Lajugie, il nous a semblé opportun, dans la mesure où des demandes nouvelles en termes de déchets verts ont été formulées, eh bien, de peut-être formaliser ce cadre qui vous est donc soumis en annexe pour que la manière dont fonctionne le service, dans la manière dont il s'adresse à des publics spécifiques, je le rappelle, les personnes âgées de 70 ans et plus, ou reconnues en situation de handicap physique invalidant, donc peuvent avoir accès à ce service, et ceux qui rentrent ou n'entrent pas dans le domaine d'intervention de nos services, notamment pour tout ce qui peut être déchets dangereux ou déchets qui ne sont pas adaptés ou qui pourraient être parfaitement collectés en d'autres circonstances. Par exemple, lorsque vous faites intervenir un paysagiste, ce n'est pas à la commune, quand bien même vous rentriez dans la catégorie d'âge ou de motifs spécifiques, de venir évacuer les déchets, puisque vous le savez, c'est au professionnel auquel vous avez fait appel, de faire son affaire de l'évacuation des déchets. Donc, il nous a jugé utile d'avoir ce règlement, d'avoir quelque chose qui soit clair, opposable. C'est un dispositif qui, chaque année, alors vous l'avez peut-être vu ou pas, mais dans le rapport d'activité, on en fait état, qui répond donc à des besoins de proximité et ne laisse pas les personnes qui sont parfois seules ou sans solution de mobilité en raison de leur âge, sans solution. Et je tiens par cette délibération et en y adjoignant naturellement monsieur Algy, mais j'imagine vous tous, à remercier les services techniques
qui œuvrent donc pour que ce service soit pleinement efficace et réponde à la mission de service public à laquelle nous sommes toutes et tous attachés et donc à laquelle nous entendons aujourd'hui donner un cadre formalisé, opposable à chacune et à chacun pour une meilleure lisibilité et lecture de celui-ci. Est-ce que vous avez, chers collègues, des questions, des interventions donc, sur ce règlement dont je ne doute pas que vous l'avez parcouru, vous l'avez lu, questionné, objectivé. Et si vous avez des questions, vous ne manquerez pas d'avoir une sagacité telle que vous savez en faire montre pour poser vos questions. Pas d'observation? Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Le scrutin est ouvert. Vous pouvez vous prononcer. Ah oui, mais Madame Sabourin, elle est perdue, là. Madame Sabourin, Ça a bugué. vous votez quoi, Madame Sabourin? Pour, merci. Madame Thirouin pour. Et donc, votre pouvoir, qui semble être la pièce manquante du Pulse, C'est Madame Thirouin. Madame Thirouin, vote pour également. Ce qui donne 27 votes attendus, 27 votes exprimés favorablement. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie parce que c'est un service essentiel et qui honore notre commune et ses services auprès des personnes les plus fragiles. Nous poursuivons avec le point numéro 10. Alors, nous rentrons dans les divers. Vous aviez donc, dans le cadre des délégations de pouvoir que vous m'avez accordé, un certain nombre de décisions qui étaient soumises à votre contrôle et donc qui sont soumises aussi à vos questions, à vos objections. Je ne sais pas s'il y en a. Non? Bien. Vous aviez également des remerciements qui ont été adressés donc par le club d'Angerville pour le club de tennis. Merci, merci. C'est bien de rappeler effectivement le club de tennis. Merci Madame Sabourin-Michel, vous avez raison. Donc le club de tennis adresse ses remerciements pour la subvention 2026 qui a été attribuée à l'association et qui contribuera pleinement aux actions menées par cette dernière en faveur de l'activité du tennis sur la commune, ainsi que pour la formation d'un jeune enseignant supplémentaire pour augmenter l'offre de cours. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous avez vu que nous nous sommes rendus récemment avec un certain nombre d'élus, mais aussi avec les représentants donc, du club de tennis à Mency pour aller découvrir un terrain de padel, mais également de pickleball. J'ai découvert ce qu'était le pickleball. Donc, je pose là, je ne sais pas ce que ça vaut au Scrabble, mais en tous les cas, j'ai pu m'y essayer. C'était surtout de donner corps à nos engagements. Vous le savez que nous avons fait du sport et des équipements sportifs une priorité de la mandature. Et donc, ça commence par la capacité aussi à aller regarder ce qui a été fait, parce que mieux vaut s'inspirer des bonnes pratiques plutôt que de partir dans l'inconnu. Et ce faisant, donc on a pu regarder et constater aussi à quel point donc ce type d'activité aujourd'hui était extrêmement complémentaire du développement des clubs de tennis, avec donc la dimension à la fois, je dirais aujourd'hui, padel et pickleball. Pardon pour mon accent fort détestable, mais donc alors j'allais dire un sport de raquette, là j'enfonce une porte ouverte, mais qui ressemble un peu à un sport de plage, mais qui plaît beaucoup et qui fonctionne bien, et dont on aura l'occasion de pouvoir vous présenter l'intérêt sur la commune. L'idée, c'est que en devenant plus sérieux, sur un terrain de tennis classique, on peut créer jusqu'à 2 padels et éventuellement un troisième terrain qui pourrait, dans un premier temps, puisque la dalle est la même, être dévolu à du pickleball pour voir si ça rencontre ou pas son succès, pendant qu'on a 2 terrains de padel. Et au bout du compte, tirer un constat, peut-être se dire que finalement ces 2 offres complémentaires répondent à un besoin, et ou aller plus sur du padel et donc transformer le 3e cours en un terrain de padel complémentaire. C'est ce qu'avait fait Mency, et aujourd'hui Mency n'entend pas spécialement revenir sur le terrain de pickleball, puisque ça répond à des besoins et ça s'adresse à des publics encore plus diversifiés et plus larges que le padel. J'invite chacun ensuite, s'il est intéressé par ce que recouvre la notion de pickleball, à aller, non pas regarder la vidéo dans laquelle je me suis essayé, puisque ce serait une piètre démonstration, mais à aller regarder plus en avant ce qui se fait. Et vous constaterez que ça démocratise et ça permet d'ouvrir à des publics plus larges, puisque l'enjeu derrière, et on l'a pleinement partagé avec le club de tennis, c'est naturellement de nous adresser aux licenciés, mais pas que. Il faut qu'on puisse permettre l'accès à ces structures à des personnes non licenciées. Non licenciées sur la base, naturellement, d'une assurance en responsabilité civile, mais il faut sortir du principe de base qui est qu'on ne peut accéder à une structure sportive que si on est licencié d'un club. Et ça, on l'a pleinement partagé. Restera à trouver les équations financières pour que, naturellement, quand on y accède, de même que quand on accède en tant que licencié, on paye
une licence, qu'on trouve un modèle économique, mais qu'on puisse permettre aux personnes lambda, via une application, si elles le souhaitent, et en étant simplement assurées au titre de responsabilité civile, de pouvoir de réserver un créneau dans des plages horaires prédéfinies et de pouvoir, eh bien, sur du pickleball ou du padel, pleinement accéder à ces structures. Et on donne corps au fait que la collectivité pardon, investit pour les clubs, mais aussi pour le citoyen qui n'a pas forcément envie de faire partie d'un club, mais a envie de pratiquer une activité physique et sportive. Voilà, j'ai un peu digressé, mais c'est ce que recouvraient les notions non pas de remerciement de l'association, mais en complément avec ce qu'elle rappelait. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, par rapport donc à ces décisions, des questions, des interventions? Non, mais écoutez, donnez acte de la présentation de celle-ci. Nous avons donc 4 questions qui sont posées donc par la minorité municipale Agir pour Angerville, avec donc 4 questions posées. Non, il y en a 6, excusez-moi, il y en a 6. 4 questions posées par Monsieur Tevray et 2 questions par Madame Télémingue. On va commencer dans l'ordre que vous souhaitez. Je ne sais pas si c'est. Pardon, je vous en prie. Donc, c'est Monsieur Tevray qui commence. Oui, Du coup. je vais commencer. Je oui. vous en prie. Donc, première question, quelles seront les commissions mises en place au cours de ce mandat et quand seront-elles mises en place? À ce titre, nous souhaiterions la création d'une commission sur la sécurité permettant notamment le développement de la vigilance citoyenne. Alors, on a constaté ces dernières années, mais je pense que la commune d'Angerville n'est pas la seule, que les commissions thématiques ne répondaient plus aujourd'hui à un besoin de fonctionnement. Elles ont la lourdeur de leur constitution. En revanche, il est prévu donc l'instauration d'une commission unique, laquelle se réunira à compter de septembre, dont seront membres de droit l'ensemble des membres du conseil municipal et qui aura vocation à traiter tous les sujets qui concernent la commune, que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du social, dans le domaine du sport, dans le domaine des équipements, dans le domaine des investissements. Et donc tout ça sera traité dans le cadre de cette commission générale. Donc vous rassurer sur le fait que vous serez membre de droit, au même titre que les 25 autres membres de la majorité, et que ça nous a semblé être peut-être plus efficient, plus souple comme modèle, avec naturellement un ordre du jour préalablement établi pour que vous sachiez quels seront les sujets portés au débat de cette commission, qui aura donc pour but, comme son nom l'indique, de formuler des amendements, des propositions, des modifications, pour qu'on puisse ensuite donner pleinement corps aux différentes politiques communales et ou aux délibérations qui en découlent. Et pour l'ordre du jour, on aura le droit de poser effectivement des points. Oui, c'est une commission, donc elle n'a pas le formalisme d'un conseil municipal. Il y a certes des sujets qui sont, parce que ça permet à chacun de savoir quels sont les sujets qui sont traités, mais c'est, je crois pouvoir vous le dire, tout à fait ouvert à toute suggestion, tout sujet que vous souhaiteriez poser et soumettre à l'avis des membres de la commission générale lorsqu'elle se réunira. Il n'y a pas de sujet interdit ni d'ordre du jour limitatif et fermé. Très bien. Deuxième question, où en est le recrutement du 4e policier municipal ou policière municipale et quand sera-t-il opérationnel? Alors, si j'étais taquin, je vous dirais pourquoi vous trouvez que c'est long, parce que nous ne sommes que le 30 juin. Nous sommes en place depuis la fin du mois de mars. Oui, mais c'est à titre d'information, effectivement, parce que ça. Alors, eh ben, vous serez donc heureux d'apprendre que, certes, le temps est court, mais nous sommes efficaces. Et que donc un nouvel agent dont je ne peux pas décliner totalement l'identité ce soir, puisque c'est pas plus tard qu'aujourd'hui que le choix a été fait. Donc nous lui ferons part de notre intention demain, en souhaitant que la personne accepte. Et si tout va bien, ce nouveau policier municipal, qui semble-t-il sera une femme, donc cette nouvelle policière municipale, nous rejoindra entre la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre, formalisant ainsi l'engagement qui a été pris devant nos concitoyens de porter à 4 les effectifs de la police municipale. Votre question me permet de dire que, et tant mieux pour nous, nous constatons un léger desserrement sur les candidatures, là où il y a encore moins de 3 ou 4 années, lorsque nous avions un poste à pourvoir, nous avions moins de 2 à 3 candidatures. Nous en avons eu là plus d'une dizaine. C'est à la fois positif pour nous parce qu'en termes de choix, ça permet d'avoir une capacité de pouvoir objecter et objectiver de la part de nos collaborateurs, notamment du responsable, et puis parce que certainement la commune donc du coup attire et suscite des candidatures. Donc voilà, soyez rassurés, bien avant la fin de l'année, les effectifs seront portés à 4.
Et donc, dans le même domaine, ne serait-il pas souhaitable que la police municipale ait un local indépendant à l'extérieur de la mairie, permettant notamment une plus grande confidentialité pour l'accès à ces services? Alors, c'est une question qui a pu se poser, qui peut se poser, et pour ne rien vous cacher, nous y avons avec, le responsable et les équipes, réfléchi. Sur ces sujets, moi, je me tourne toujours sur l'appréciation des services. Il y a du pour, il y a du contre. Il y a du pour sur l'indépendance, physique, de locaux d'une police municipale, sur la question effectivement de ne pas savoir qui rentre, qui sort, la question aussi d'avoir du stationnement à proximité pour les agents vis-à-vis de leurs véhicules civils en lien ensuite avec du stationnement sur le véhicule de service. Et il y a du contre. Le contre, c'est le détachement d'un service avec une continuité d'une action publique communale. C'est aussi le détachement d'une visibilité d'un service qui est l'extension même d'une action municipale. Et donc, dans ce pour et dans ce contre, nous avons tranché avec les équipes pour maintenir les locaux au sein de la mairie, avec toutefois des adaptations. Elles sont en cours, vous serez heureux de l'apprendre, puisque les travaux sont actuellement en train d'être réalisés, à la fois pour accueillir le quatrième effectif, mais aussi pour permettre plusieurs choses. Premièrement, d'avoir une entrée, alors elle était définie, elle sera encore mieux, totalement à part, puisqu'aujourd'hui le poste de police municipale aura une entrée pleinement identifiée et totalement décorrélée de l'accueil de la mairie, ce qui garantit là aussi une forme d'anonymat et je dirais, garantie de ne pas savoir qui, quoi, quand, comment entre dans ce local. Deuxièmement, c'est offrir des conditions d'exercice plus propices à nos 4 effectifs et d'y regrouper aussi leurs vestiaires. Troisièmement, le déport du centre de surveillance urbain, alors c'est un grand nom, le CSU, hein, puisque, entendons-nous, la commune n'ayant pas la capacité humaine à avoir un agent qui reste 24 heures sur 24 derrière un écran, on est avant tout sur de l'enregistrement, mais vous savez où se situe ce local aujourd'hui, je ne vais pas le rappeler au sein de cette instance, ce n'est pas forcément les conditions de travail les plus adéquates pour pouvoir regarder en direct. Et donc demain, l'enregistrement se fera toujours au même endroit, puisque c'est ce qui est déclaré auprès de la CNIL, donc c'est-à-dire la capacité d'enregistrer et de sauvegarder les bandes, mais le visionnage en direct se fera via 2 grands écrans plus confortables et beaucoup plus pilotables depuis le nouveau poste de police municipale qui est actuellement en cours d'aménagement au sein des locaux de la mairie, mais de manière dissociée en termes d'accès et avec aussi, quatrième élément, un poste d'accueil qui restera à définir fonctionnellement parlant avec nos agents, mais donc vraiment une capacité à recevoir, écouter, entendre, prendre les mains courantes éventuellement pour faire ensuite le lien avec les forces de l'ordre et ou tout autre service susceptible de pouvoir répondre aux besoins des personnes qui viendront nous solliciter. Très bien. Donc, quatrième question. Concernant la cavalcade qui a eu lieu le dimanche 7 juin 2026, malgré des chars et un défilé de grande qualité, nous avons constaté une très faible présence de spectateurs. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, monsieur, alors je vous dirais qu'on sort un peu du contexte des affaires relevant du conseil municipal. Euh, euh, Je me joins à vos compliments, à vos félicitations et vos encouragements à l'endroit des bénévoles du comité des fêtes. Je salue sa présidente parce que, et vous avez raison de le rappeler, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Oui, on peut les applaudir. Euh, c'est pas mal d'heures en dehors des micros, des caméras, des photographies. C'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de temps passé en dehors des vies familiales pour tous les bénévoles pour produire ce moment festif et désormais emblématique de la commune. Maintenant, être capable en tant que maire de vous répondre sur comment je peux expliquer que d'après vous, il y ait moins de spectateurs, c'est comme si vous m'aviez demandé pourquoi la météo ce jour-là était plus clémente ou moins clémente. Je ne saurais pas vous répondre. Et je dirais même, aujourd'hui, l'association de laquelle pardon, nous sommes n'a pas démérité, c'est totalement investi. Je dirais qu'il y a des éléments conjoncturels et sociétals. Conjoncturels parce que ce week-end-là, l'offre, malheureusement, n'aura pas manqué autour d'Angerville. Elle était même pléthorique, mais comme tout événement de mois de mai ou mois de juin. Et sociétal, on ne va pas se mentir, nous voyons aujourd'hui que les grands événements festifs d'hier peinent à mobiliser, à rassembler, à faire sortir les gens, ce qui est d'autant plus frustrant pour les bénévoles
qui ne comptent pas leur temps. Mais tout comme le comité des fêtes le vit, la commune le vit également, puisque la commune s'interroge aujourd'hui sur la remise en cause de bon nombre de ces événements qui voient décroître leur fréquentation. Donc, je dirais que ce sont deux événements sur lesquels j'ai pas de réponse précise à apporter, et d'autant moins que ça ne relève pas des attributions du conseil municipal. Je n'allais pas vous laisser sans réponse, donc je vous livre des pistes. Euh, Maintenant, je laisse à chacun apprécier ou commenter, expliquer. Mais moi, ce que je veux rappeler, ce que je veux dire, c'est notre gratitude, nos remerciements, notre soutien à l'endroit des bénévoles du comité des fêtes d'aujourd'hui, de demain et aussi d'hier, parce qu'ils sont les héritiers d'une transmission de plusieurs décennies, et à travers eux, continue de vivre la tradition que Guy Bonin a voulu instituer. Et j'ai une pensée pour plein de personnes, de présidents ou de présidentes de comités des fêtes qui ont précédé Françoise, je retiens notamment Guy Bonin, mais je retiens aussi Pierrette Chaumette, de ces énergies qui, contre vents et marées, continuent de s'investir, se questionnent naturellement et sont en capacité aujourd'hui de se remettre en cause pour continuer à apporter et à répondre à des besoins. Mais il y a une chose que ni vous ni moi ne maîtrisons aujourd'hui, c'est cette société de consommation dans laquelle nous sommes pleinement entrés et qui désormais touche de plein fouet des événements emblématiques qui jadis structuraient et marquaient la vie de nos communes, dont l'emblématique cavalcade, qui hélas n'échappe pas, non pas parce qu'elle est moins qualitative, non pas parce que celles et ceux qui s'y investissent seraient peut-être moins allants, mais parce que du côté aujourd'hui de ce qu'attendent ou de ce que nous pensons qu'ils attendent de la part de nos concitoyens, ne répond pas, n'est pas pleinement en adéquation. Mais je voudrais rassurer les bénévoles pour qu'ils ne soient pas dans l'idée de se dire que ce qu'ils font n'a pas de sens et qu'ils se battent contre le vent, contre le temps. Je pense que même une bonne partie de celles et ceux qui ne sont pas venus fréquenter cette cavalcade ne savent peut-être même pas pourquoi ils ne fréquentent plus ce type d'événement et qu'ils ne sont peut-être même pas en capacité eux-mêmes de nous exprimer ce qu'ils attendent en 2026 de la part d'un comité des fêtes, comme de la part d'une commune, comme de la part de tous nos bénévoles, de ces éléments qui font vivre une commune et qui font que nous faisons cohésion et nous partageons. Je partage comme vous ce constat, mais je n'ai pas de réponse à apporter, si ce n'est ces quelques éléments d'appréciation et de soutien fort, parce que je crois que c'est peut-être ce qu'il faudra adresser de la part de toutes et tous de déception, parce que la déception, elle est très forte de la part de celles et ceux qui se sont beaucoup mobilisés pour cet événement. Et moi, je voudrais leur dire que on les soutient et qu'on sera toujours derrière eux. Et quel que soit ce qu'ils porteront, la ville sera aux côtés de son comité des fêtes et sera aux côtés de ses associations parce qu'ils vivent la même frustration que nous, communes, lorsque nous portons des événements et dont nous les voyons avoir connu jadis leur temps de gloire et aujourd'hui sans compréhension, sans éléments, sans explication, être moins fréquentés et pour autant réclamer la même énergie et la même mobilisation humaine. Et c'est d'autant plus marquant. Non, mais même si c'était pas directement des attributions du conseil municipal, mais effectivement, je pense que c'était effectivement important d'aborder le sujet. Et puis, je vous remercie pour les encouragements que vous avez pu apporter donc au comité des fêtes. Et merci pour vos réponses. Merci. Madame Télémingue, je vous propose de me poser vos deux questions. En ce qui concerne les logements en construction du côté de la gare, je voudrais savoir si vous avez commencé à recevoir des dossiers, vu que les travaux étaient censés se terminer sous peu. Alors, sans être redondant avec une question à peu près similaire posée lors du dernier conseil municipal, je vais garder la même lignée. Vous le savez et vous étiez présente sur une partie des visites, hein. Les projets ne seront livrés au mieux s'agissant de la coopérative qu'en octobre et s'agissant des anciens services techniques qu'en novembre. Donc à date, nous n'avons toujours pas constitué de dossier de pré-réservation puisqu'il faut avoir de la part du bailleur des engagements fermes sur la livraison des opérations. En revanche, et tel que cela avait été annoncé, il y aura bien en septembre, et d'ailleurs, pour être le plus complet possible, une réunion publique
S'agissant de la résidence intergénérationnelle, qui se déroulera évidemment, jeudi 17 septembre à 18h, réunion publique qui aura pour vocation à présenter la résidence intergénérationnelle, en expliquer le fonctionnement, les engagements des futurs locataires pour qu'ils puissent ensuite faire état de motivation et de manifestation d'intérêt pour que nous puissions nous ensuite pousser auprès du bailleur. Donc à date, il n'y a rien de constitué. À date, personne n'a rien raté en termes d'opportunité de positionnement de dossier. Et le moment venu, sachez pouvoir compter sur la ville pour assurer la publicité et la connaissance des mises sur le marché, si je puis dire, de ces logements, puisque notre intérêt, je le crois, commun, pour ne pas dire unanime, c'est de répondre avant tout aux plus de 160 foyers angers-villois qui sont 160 foyers qui sont en attente d'un logement social, si on n'allait que sur le social, sur la commune. C'est-à-dire bien plus que les logements purement sociaux que nous allons livrer. Et votre question me permet donc de préciser, de conforter, de rassurer par rapport à ce qui a pu être dit sur ces opérations. Nous entendons bien accompagner au maximum les demandes de nos concitoyens angers-villois, mais pas que angers-villois et ou habitants de Pucet, de Saclay, de Guillerval, je dirais en tous les cas du territoire proche de la commune vis-à-vis de ces opérations. Et c'est ce pourquoi je vous en remercie. Vous avez aussi favorablement voté tout à l'heure à une garantie d'emprunt qui permet donc de matérialiser aussi une mainmise un peu plus importante sur un tiers des logements. Donc rien n'est raté, rien n'est caché, et le moment venu, et je compte sur vous aussi pour vous en faire les relais, nous ferons savoir et nous indiquerons comment candidater, de quelle manière. Et avec Mme Sabourin-Michel, nous avons souhaité exiger auprès du bailleur que ça se fasse auprès de notre CCAS et que sur ce qu'on appelle, excusez du terme, mais c'est le terme consacré du premier peuplement, c'est-à-dire lorsqu'il va falloir avoir les premiers habitants, le bailleur nous confie, et c'est ce qu'il a entendu faire, son contingent, c'est-à-dire que nous puissions avoir la main sur les 2 tiers du peuplement. Et quand j'entends 2 tiers du peuplement, je l'entends sur le social à minima, mais vous le savez que ces opérations comportent aussi le logement locatif intermédiaire, le LLI, et nous poussons aujourd'hui vis-à-vis du bailleur, pour avoir aussi la main sur le peuplement du locatif intermédiaire. Ça fera l'objet peut-être d'une prochaine délibération où le bailleur nous a demandé de garantir aussi ses emprunts sur le LLI, mais rien trahir. Au départ, on nous a demandé quand même de garantir des intérêts d'emprunt pour avoir à peine sur 90 logements, en avoir 5. Bon, c'est un peu léger. Il en est de même au niveau de l'opération de la coopérative. Je suis très clair, dans la mesure où il n'y a rien qui encadre les garanties d'emprunt sur le logement locatif intermédiaire, j'ai demandé que la contrepartie pour que la commune accepte, c'est qu'elle ait 50% la main, sur 50% des LLI, ce qui en fait 65 sur l'opération coopérative en LLI et en donne 15, ils sont un peu moins nombreux, sur l'opération en service technique, puisque la résidence intergénérationnelle prend une grosse partie et elle rentre dans le contingent social. Voilà, j'espère que j'ai été le plus précis possible par rapport à vos questions. Oui, excusez-moi, parce qu'en fait, notre question, elle faisait suite à la 3e question du précédent conseil municipal, dans lequel vous précisiez qu'effectivement, le programme devait être livré entre la fin du mois de mai et la fin du mois de juin. C'est pour ça qu'on a posé cette question aujourd'hui, quoi. Alors, sauf si je me trompe, mais nous avions fait le même jour du conseil municipal, si ma mémoire m'échappe, les visites, et c'est ce jour-là que nous avaient été confirmées les dates que je vous donne. Mais ceci étant, si c'est reporté au PV de cette manière, il faut être bien de préciser. Donc, je rappelle, à date, les livraisons sont comme suit, envisagées. L'ancienne coopérative, octobre, et l'ancien service technique, novembre. À date, il est fort à parier qu'une des 2 opérations ait un peu plus de retard que l'autre. D'accord. Merci. Je vous en prie pour votre 2e question. Pour le reste, j'ai déjà les réponses. Et la 2e question, en dehors des cours de soutien de français et de mathématiques qui sont mis en place au niveau de l'espace Simone Veil, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des cours complémentaires pour niveau collège ou lycée?
Alors oui, on peut tout faire à partir du moment où on trouve les enseignants ou professionnels qui acceptent bénévolement de donner de leur temps. Mais ça me permet de porter un appel à candidature auprès de votre candidat de gauche, qui, je crois savoir, de sa qualification est enseignant. Et donc, J'espère qu'il n'y a pas de côté politique par rapport au non, non, j'ai dit candidat le de candidat gauche. sur sa gauche. Je n'ai pas du tout émis d'orientation politique. Je parlais géographiquement parlant, Monsieur Theuret. Ceci étant, vous savez que la gauche et la droite dans l'hémicycle, c'est aussi géographiquement parlant par rapport au président. Et en l'occurrence, me concernant, vous êtes sur ma droite. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est d'avoir donc du coup des candidatures. Et donc, si nous trouvons des enseignants ou des personnes habilitées et qualifiées, nous leur faisons signer ce qu'on appelle une convention de bénévolat, alors que l'on gratifie, et je crois que on l'a pas fait sous cette mandature, mais on l'a fait sous la mandature précédente. On gratifie chaque année avec des chèques cadeaux pour quand même remercier celles et ceux qui donnent de leur temps auprès d'Espace Simone Veil. Mais Monsieur Chian pourra compléter. Si vous trouvez des personnes qui ont envie de donner de leur temps, envie de consacrer et de donner de leurs compétences en SVT, en physique, en chimie, en ce que vous voulez, on est preneur. La principale difficulté aujourd'hui, c'est de trouver, excusez-moi du peu, la denrée. Mais comme j'ai un excellent professeur de mathématiques de votre groupe, lequel a posé la question, je me dis qu'on a peut-être Merci déjà une beaucoup. candidature. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, mes chers collègues, à l'issue de ce conseil municipal? Non? Oui, je sais qu'il y a match. je- J'ai compris. Néanmoins, donc, je vous propose donc de clôturer cette séance, remercier les personnes qui ont concouru donc à son organisation et vous donner rendez-vous donc pour le premier conseil municipal de rentrée qui aura lieu le mardi 15 septembre, ici même à 20 h. D'ici là, pour celles et ceux qui ont la chance d'en prendre, je vous souhaite d'excellentes vacances estivales, de vous reposer, de recharger les batteries et de revenir pleinement opérationnel pour la rentrée qui ne manquera pas d'être active, dynamique et porteuse de projets. Merci à toutes et à tous. La séance est levée.